Alors, cette intelligence artificielle peut-elle être éthique? Grande question, Damien. S'il en est, Oui. on en parle évidemment tout de suite avec Mélodie Isnard. Mélodie, vous êtes directrice des partenariats et des programmes d'éducation pour Microsoft France. Bienvenue à vous. Laurent Patanache, vous êtes le CEO de Xbrain. Et en matière d'intelligence artificielle, on peut le dire, vous en connaissez en rayon. On va développer justement la question avec vous. Mais d'abord, l'intelligence artificielle et l'éthique, ça veut dire quoi exactement, Damien? Alors Marjorie, l'intelligence artificielle d'une voiture autonome doit-elle écraser les piétons qu'elle a en face d'elle pour sauver les gens qui sont dans la voiture? Voilà le type de question qu'on peut se poser en 2018 et dans les années à venir concernant tout ce qui est éthique et intelligence artificielle, parce qu'en fait, il faut comprendre comment marche une IA. Enric nous l'a expliqué tout à l'heure. Une IA, elle est programmée pour penser d'une certaine manière, puis elle se nourrit de millions de données, publiques ou privées, et ensuite elle fait la corrélation entre elles pour en tirer des modèles, et on appelle ça le machine learning ou le deep learning. Et cependant, une étude récente du MIT a montré que l'IA pouvait se tromper. Quand, par exemple, on lui présentait des visages de peau plutôt blanche versus des peaux plutôt mates, eh bien, on constatait que le taux de reconnaissance des visages blancs montait à 99%, tandis que sur les visages plutôt mat, on était entre 77 et 87%. On peut aussi prendre l'exemple des femmes, mesdames. C'est caricatural. Certaines IA vont associer automatiquement des métiers autour de tout ce qui est artistique ou tout ce qui est lié au foyer aux femmes, tandis que les métiers scientifiques, c'est plutôt pour les hommes. Et tout ça à cause de ces logiques d'association qui sont faites, qui sont liées aux algorithmes et aux biais cognitifs que l'on peut avoir, ou que les développeurs ont pu avoir de manière très souvent inconsciente. Et donc la question, c'est comment on développe une IA éthique sur ces bases-là. Alors l'enjeu, c'est effectivement de développer une IA au service de l'humain. Pour cela, il faut réduire le risque d'opacité. Ce risque d'opacité, c'est en gros faire en sorte qu'il y a des déductions logiques qui sont faites par l'IA, et lorsque l'humain ne comprend pas, ça le stresse, si on peut dire. Donc c'est cette notion de boîte noire ou de black box qu'il faut essayer de détourner. Et puis il y a aussi des déductions qui peuvent être surprenantes ou erronées, parfois avoir des comportements non souhaités. Par exemple, aux États-Unis, on avait le cas d'une IA qui a passé commande sur un magasin de e-commerce en ligne parce qu'elle avait entendu des choses qui venaient de la télévision et elle n'avait pas demandé la validation aux personnes qui utilisaient cette IA. Et donc ils se sont retrouvés avec des colis devant la porte. On peut avoir la liste des courses Je te la redonnerai un tout petit peu plus tard, je l'ai récupérée. Donc par conséquent, il est nécessaire d'intégrer deux notions. La première de ces notions, c'est l'impartialité, et la seconde, c'est la redevabilité. Oui, ça fait très, ça fait très classe, très peur aussi peut-être. Impartialité et redevabilité, autrement dit, lors de la conception de ces intelligences artificielles, tout d'abord en prenant des équipes qui soient les plus mixtes possibles, les plus ouvertes possibles, pour éviter les biais dont je vous parlais il y a quelques instants, et aussi essayer de tester à grande échelle les algorithmes pour éviter qu'il y ait des problèmes de déduction. Pour finir, une IA peut être éthique aussi par les actions qu'elle soutient. C'est le sens qu'a mis en place Microsoft avec un programme qui s'appelle AI for Humanitarian. Ouais. Tu le ferais mieux que moi. Aussi, si tu veux. Autrement dit, l'IA au service des droits humains. Je vais le faire en français, ce sera beaucoup mieux. L'idée, c'est un programme sur 5 ans. L'objectif de Microsoft, c'est de prouver que l'IA peut être bénéfique pour l'humanité. Programme de 5 ans, avec un programme de 40 millions de dollars à la clé, avec des ONG qui travaillent sur 4 causes humanitaires: catastrophes naturelles, réfugiés, protection des enfants et respect des droits de l'homme. AI for Humanitarian. Ouais, ça, je vais te lister les trucs en anglais, ce sera très bien. Bon, on ne va pas essayer de soumettre redevabilité au speech to text, quand même, on ne va pas aller jusque-là, mais c'est vrai que quand on parle d'éthique et d'intelligence artificielle, on voit souvent le verre à moitié vide finalement. Est-ce que pour une fois, on ne peut pas être un peu optimiste sur ce plateau et se dire que quand on fait rimer éthique et intelligence artificielle, ça peut être aussi pour le bien justement de ses utilisateurs et de ses concepteurs, Mélodie? Oui, je pense que c'est... L'éthique, c'est clé, notamment je parlais tout à l'heure du sujet éducation, l'intelligence artificielle, l'éthique, c'est clé. On parlait aussi des biais qu'il peut avoir et le risque de développer une intelligence artificielle qui soit très masculine. Donc en fait, d'où l'importance de, je pense, dès le plus jeune âge, commencer à initier à une pensée critique et à expliquer l'intelligence artificielle pour qu'on soit tous acteurs et actifs et qu'on ne subisse pas une forme d'intelligence artificielle. Donc faire beaucoup d'efforts de pédagogie en la matière et reprendre le pouvoir sur la techno elle-même. Laurent, si on essaie encore une fois d'être un tout petit peu plus optimiste en la matière, comment est-ce qu'on peut essayer de se dire que oui, on peut en effet développer une intelligence artificielle éthique by design? Alors, je pense effectivement qu'on peut développer une intelligence artificielle éthique by design, même on ne devrait développer qu'une intelligence éthique by design. Aujourd'hui, la force de l'intelligence artificielle, c'est la capacité de traitement de données que nous, humains, très critiques, très adaptatifs, avec pas mal de qualités, on ne saurait pas
traiter. Donc il faut voir l'intelligence artificielle comme un outil pour nous les humains et pas comme quelque chose qui va décimer la population. Un outil de remplacement, c'est pas un outil de remplacement. C'est pas un outil, tout à fait, c'est un outil de complément. Aujourd'hui, si je vous enlève l'email, il y a plein de sociétés qui ne peuvent plus travailler. Et à l'époque, quand l'email est arrivé, on a dit mais il y a plein de jobs qui vont disparaître. Donc il faut se dire qu'aujourd'hui, l'IA, c'est la même chose, ça devient un outil d'une puissance absolue. Après, comme toujours, hein, c'est la pioche, hein, on peut s'en servir pour faire des trous, pour taper sur la tête des gens. C'est plus utile quand on fait des trous et qu'on bâtit derrière des choses. J'ai envie de dire aujourd'hui, la puissance de l'IA dans la santé, on parlait de comment aider l'humanité. Dans la santé, si on arrive à détecter des maladies par anticipation et pouvoir les guérir, accompagner en fin de vie des personnes parce qu'on a détecté plus tôt, très bien, faisons-le. Et au contraire, allons là-dessus. Sur la partie qui a été citée au début tout à l'heure, je trouve très intéressante sur les biais. Le gros sujet, c'est le biais. Tout le monde dit oui, il faut éviter les biais. Je ne crois pas qu'il faille éviter les biais, parce que je pense que le biais, il existe lui aussi by design. Humainement, on est biaisé. Notre culture, notre éducation, ce qu'on aime manger, nos parents, où est-ce qu'on a grandi au niveau mondial. Hein. Je ne parle pas de est-ce qu'on a grandi dans le 16e ou dans le 17e. Aussi, oui, local, mais tout, la religion, tout rentre là-dedans dans une part de biais. Aujourd'hui, la grande question, c'est comment on est capable de la rendre effectivement accountable. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est comment on peut derrière se poser la question de quel est le résultat obtenu. Soyons critiques sur le résultat obtenu. Restons des humains. On a cette capacité de critique et tout. Restons-le sur les résultats. Et ne partons pas du principe que le résultat a été donné par la machine, c'est le bon résultat. Oui, alors évidemment, on ne part pas du principe que c'est un coup de baguette magique, surtout qu'il y a aussi des développeurs, des programmateurs qui sont là aussi pour composer les algorithmes qui vont ensuite aider les technologies et les techniques d'intelligence artificielle à nous rendre la vie plus facile, à l'automatiser, à faire du prédictif et tout ce tas d'applications dont on a déjà beaucoup parlé ce matin. Mais concrètement, ça veut dire qu'on est capable, nous, en tant qu'écosystème numérique, de nous autoréguler sur cette question de l'éthique et de l'intelligence artificielle, où il faut encore une fois de plus attendre la prochaine vague de régulation, de législation. Est-ce qu'on est assez raisonnable nous-mêmes pour pouvoir commencer mature absolument, pour pouvoir commencer à introduire justement des biais positifs en matière d'éthique, Laurent? Alors, je ne crois pas que, et on sous-entend dans ce que vous dites, la dimension de droit, hein, je dirais de normes. Je ne crois pas que le temps du droit soit le même que le temps du code. Je pense que le temps du code est ultra rapide et le temps du droit est ultra long. Du coup, imaginez qu'on va encore une fois légiférer ou contrôler, finalement c'est bien, mais ça sera toujours en réaction, ça ne sera jamais de façon proactive. Du coup, effectivement, je pense qu'il faut avoir une approche proactive. L'approche proactive, elle part du début, c'est-à-dire de l'éducation, et c'est parfait parce que c'est le sujet qui arrive juste après, donc de l'éducation, comment finalement on fait comprendre au plus jeune âge jusqu'à... Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui on est en 2018, quelqu'un qui rentre dans le système éducatif, qui naît aujourd'hui, qui rentre dans le système éducatif dans 3 ans, il sortira dans 20 ans, hein, c'est-à-dire on va dire en 2040, aller à la louche, il va travailler jusqu'à 60, 70 ans, c'est-à-dire à peu près 50 ans, donc il titillera le 22e siècle, hein, il sortira de la vie active en 2090. C'est maintenant qu'il faut commencer les choses, c'est pas demain, c'est pas se poser la question, donc c'est commencer l'éducation de l'IA très tôt, faire comprendre. Il y a plein de gens qui s'y collent et il faut encourager ça. Je vous ramène quand même au sujet de l'éthique d'abord, parce que l'éducation, on va avoir un quart d'heure pour en parler après. Concrètement, encore une fois, je reviens sur cette question de la peur du gendarme en quelque sorte. Est-ce que c'est encore le bon moment pour nous en tant qu'écosystème de nous poser ces questions et de les induire dès le départ dans les produits, dans les outils, dans les technologies qu'on est en train de mettre au point et de développer, ou est-ce que, encore une fois, il va falloir attendre que le Parlement européen, que la Commission européenne qui travaille déjà d'ailleurs sous forme de travail, j'allais dire prédictif, mais c'est presque ça, sur un futur droit par exemple des robots, un futur droit des intelligences artificielles au pluriel, selon la forme sous laquelle on pourra les utiliser ensuite. Est-ce qu'il faut attendre encore une fois le régulateur ou est-ce que, ça y est, pour une fois, on peut être un peu plus royaliste que le roi pour changer ? Je pense que c'est important d'avoir des comités d'éthique et de vraiment d'avoir une très bonne communication sur qu'est-ce qu'on va faire de ces données d'IA et à quoi ça sert. Je pense que la notion de transparence, elle est vraiment très importante de comprendre comment lire un algorithme et qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'on va faire de ces données. Et si on est transparent sur l'utilisation qui est faite, sur la manipulation, l'utilisation des données, je pense que déjà on fait un grand pas en termes d'éthique. Il y a à la fois le travail fait par les entreprises dans l'intégration de ces données, la transparence de celles-ci, mais il y a aussi quand même la compréhension, on y reviendra après à l'éducation, mais quand même la compréhension de ce que c'est que, comment marche finalement cette IA, et ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Non, et c'est intéressant parce que
Au sein de Microsoft, on a une classe qu'on appelle classe immersive, dans laquelle on accueille des classes, des élèves et toute la communauté pédagogique. Et on est en train de finaliser un atelier d'intelligence artificielle. Et on va inviter des enfants aussi jeunes que 8 ans à venir et à réfléchir. Donc, on va leur expliquer comment ça marche. Et je pense que ce qui est très intéressant, c'est qu'on va faire un mélange d'activités déconnectées et connectées. Donc, en fait, tout simplement, on va leur faire trier des cartes et on va leur faire expliquer qu'est-ce qui qualifie un éléphant, par exemple, par rapport à un lion. Donc, on va leur dire la trompe, tout ça. Ils vont réfléchir. Ils ne vont pas toujours être d'accord. Et après, on va faire un système d'entraînement d'intelligence artificielle qui, au départ, ne sait pas différencier l'un de l'autre. Et en fait, on va lui apprendre, on va faire des erreurs et au fur et à mesure, elle va comprendre. Et en fait, je pense que ce qui est important, c'est que dès un très jeune âge, le fait d'avoir une pensée critique, d'avoir une pensée algorithmique et d'être capable de comprendre comment fonctionne l'algorithme. Et comprendre la mécanique qui est derrière, exactement. Donc on revient évidemment à cette notion de pédagogie et cette notion d'apprentissage. Je reviens à la question de Damien au tout début de cette séquence. Une voiture autonome. Concrètement, Laurent, vous écrasez qui en premier ? Le fameux dilemme. Le piéton ou vous, je crois pas que arrêtez. Hélas, je crois pas que la question elle soit là. La question elle est beaucoup plus complexe que ça, et parce qu'en fait, ça a été théorisé, hein, et on peut aller plus loin. Est-ce qu'on écrase le piéton ? Est-ce qu'on écrase le piéton qui a mal traversé, hein, parce qu'à la limite celui qui a bien. Est-ce qu'on écrase la personne qui est dans l'abribus parce qu'elle est seule et qu'il y a 2 piétons ? Est-ce qu'on écrase la personne qui est de l'autre côté du passage piéton parce qu'ils sont 2 et qu'il y en avait 3 sur le passage piéton devant nous ? Est-ce qu'on nous met dans le ravin et on nous tue parce qu'en fait j'étais seul dans la voiture et que tout le reste. C'est hyper dur. La grande difficulté de ces choses-là, et c'est très intéressant. Quand on pose la question, il y a un classement. Grosso modo, c'est on défend les enfants, hein, on essaie de sauver les enfants, et en bout de chaîne, c'est les animaux. C'est une étude qui est sortie il y a quelques jours. Il y a des disparités selon les pays, selon les cultures aussi. On ne sauve pas les mêmes personnes. En Asie, on sauve plutôt les personnes âgées. En Europe, notamment en France, on les fait passer directement de vie à trépas. Quasiment dans tous les pays, l'animal se retrouve en bas de la chaîne. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est qui achète une voiture. Souvent, c'est le conducteur. Quand on pose la question au conducteur et qu'il n'est pas concerné, il dit toujours minimiser le nombre de morts. Quand on lui dit, et si c'était vous qu'on choisissait, il dit, ah non, mais moi, il ne faut pas me tuer. Ce qui est tout à fait logique. Du coup, l'acheteur, quand il va acheter une voiture, il va acheter la voiture qui ne le tue pas. Et aujourd'hui, sur le marché, encore une fois, je parlais du billet tout à l'heure, les billets, ils existent. Il y a des vendeurs de voitures, des constructeurs automobiles qui disent, on ne meurt pas dans nos voitures. On a des voitures qui sont beaucoup plus résistantes que les autres. Je pense à des marques d'Europe du Nord, très connues, qui ont des voitures très solides. Est-ce que demain, quand ils vont faire leur IA, ils vont plutôt privilégier de sauver la personne qui est à leur volant parce qu'ils disent on ne meurt pas dans nos voitures. Toutes ces questions, elles sont là. Donc c'est pour ça que le sujet, c'est pas blanc ou noir. Ce n'est que du gris. Et la difficulté, on en revient à la question de tout à l'heure, c'est la transparence. C'est que va faire ma voiture dans ce cas-là ? Et il faut que tout le monde le sache. Quand on voit arriver une voiture et on puisse se poser cette question. Alors comment est-ce qu'on fait pour se repérer dans ces 50 nuances de gris ? Alors, je ne crois pas qu'on puisse supprimer les biais. Et paradoxalement, je ne pense pas que le biais soit supprimable. Ce que je pense, c'est qu'il faut s'accoutumer du biais et pouvoir le dénoncer. C'est-à-dire que le biais, donc, comme je disais tout à l'heure, il existe dans le facteur humain. Il est accru aujourd'hui par la dimension black box dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire comme on ne sait pas qu'est-ce qui rentre, on sait ce qui rentre, on ne sait pas comment ça ressort. Ce qu'on doit avoir, c'est un esprit critique sur ce qui ressort. C'est très étonnant de ce résultat, et donc du coup pouvoir remonter en arrière et aller éventuellement retrouver. Le challenge, pour moi, il est beaucoup plus aujourd'hui. On fait de la recherche en IA au niveau scientifique pour trouver des meilleurs algorithmes. Ce qui serait fantastique, c'est d'être capable de faire de l'explicabilité d'algorithmes. C'est-à-dire qu'à la sortie, on ait une sorte de notice de finalement quel est le résultat de l'algorithme et pourquoi il fait ça. Quand on traite de l'image, aujourd'hui on est en vidéo, on prend une vidéo 4K, 60 images par seconde, toutes les 2 secondes on a 1 milliard de pixels. Comment on fait pour traiter 1 milliard de pixels sur une vidéo de quelques heures ? Donc il faut imaginer que le volume, aucun humain n'est capable de traiter ce volume-là. Ça ne peut être que des machines. Ce qu'il faut derrière, c'est être capable de se dire, tiens, j'ai l'explication de ce qui en sort. Damien. Pour revenir sur la question de l'éthique et ce que tu disais tout à l'heure sur les aspects juridiques, si on peut dire, et législation. Aujourd'hui, finalement, l'IA, on pourrait percevoir qu'elle s'impose à nous. On va dire, voilà, on a des services qui sont proposés, on a de l'IA sur mon site de e-commerce, j'ai de l'IA dans mon bâtiment, j'ai de l'IA un peu partout. Et moi, finalement, client, consommateur, salarié, on s'impose à moi. Moi, j'ai rien demandé. Donc, comment on peut faire en sorte d'éviter cette sensation de ça s'impose à moi et à un moment, il y a peut-être un effet qui va se passer qui va faire que mais j'en veux pas. C'est-à-dire avoir un consentement ? Oui, est-ce que ça passe par du consentement ? Est-ce que ça passe par quoi ça passe en termes d'éthique pour éviter ce rejet qui pourrait arriver parce qu'on a la sensation que moi, j'ai rien demandé et ça s'impose à moi ? Il y a déjà la législation qui permet que
de refuser d'être contacté. On a besoin de l'accord d'un client final, par exemple, avant de le contacter. Et là, toutes les grandes entreprises sont très contrôlées là-dessus. Donc ça, c'est vraiment très important. Avant de pouvoir faire une proposition, quelle qu'elle soit, à un client, on a besoin de demander son consentement et de le valider. Donc on ne peut pas normalement vous contacter comme ça sans que vous ayez accepté de laisser vos coordonnées. Donc il y a quand même une législation qui est déjà en place là-dessus et qui existe. Donc ça, c'est important qu'elle soit respectée. Le RGPD ou GDPR. Donc ça a vraiment renforcé, on va dire, la qualité du contrôle de vos données personnelles, la transparence. Et on vous demande votre autorisation avant de vous contacter. Vous avez le droit à l'oubli si vous voulez supprimer. Donc ça, c'est aussi très important. Et vous êtes en droit de demander et on vous explique ce qu'on va faire de ces informations. Est-ce qu'on peut avoir une garantie de l'anonymisation de ces données? Je veux bien, à la rigueur, qu'on voit ce que je fais, mais je n'ai pas envie qu'on puisse déterminer qui je suis. Et cette question se pose pour les deux. Oui, tout à fait. Dans l'éducation, on l'utilise aussi beaucoup. C'est-à-dire quand on fait des tendances et quand on prend des données, on n'a pas forcément besoin, après ça dépend ce qu'on fait, mais des données personnelles des élèves. Mais on a besoin, par exemple, ça peut être intéressant d'avoir une somme de data pour voir des profils d'apprentissage, pour comprendre comment on apprend. Et pour ça, on n'a pas besoin de savoir forcément le nom ou le prénom de l'élève. Il suffit de savoir que c'est l'élève 1, 2 ou 3. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est plus de comprendre et d'accompagner sur une façon d'apprendre. Donc les données sont utiles, mais peuvent être tout à fait anonymisées. C'est possible avec le business? C'est compatible? Ouais, je crois qu'il y a deux sujets paradoxalement sur cette chose-là. Je pense qu'il y a la partie l'IA qui m'aide. C'est-à-dire finalement, tiens, m'a dit Laurent, pour rentrer chez toi, tu vas mettre 13 minutes ou 27 minutes. Et finalement, elle est transparente. Hein. Il y a l'IA qui me dit, tiens, rappelle ta mère, parce qu'elle a passé un coup de fil, elle a analysé que ces choses-là. Et celle-là, finalement, elle s'efface un peu, elle nous rend la vie plus facile et on est prêt à l'accepter parce que même si la première fois, ça nous surprend, et il y a une part un peu anxiogène, mais une fois qu'on s'est rendu compte que c'était pratique, ça nous va bien, d'autant plus que c'est gratuit et que ça fonctionne. La deuxième chose, c'est l'IA qui nous interdit les choses. Typiquement, un questionnaire de santé. Aujourd'hui, le questionnaire de santé en lui-même est potentiellement abject. Hein. Il va décider que quelqu'un a le droit ou pas à quelque chose, alors qu'en fait, on dit qu'on est tous libres et égaux en droit, alors que là, finalement, on n'est pas vraiment, on n'a pas la même égalité face à certaines choses. Là où demain, ça devient plus compliqué, c'est quand ce questionnaire de santé, il est prédéfini à la naissance sur la base d'une analyse du génome humain. Et du coup, on vous dit, ben non, cette personne n'aura pas le droit dessus parce qu'elle devient inassurable, alors qu'aujourd'hui, tout le monde est assurable. Et c'est là où je pense que le débat est, il est finalement à partir du moment où l'IA m'aide et elle me rend service et on est encore une fois sur le sujet, hein. L'éthique c'est la morale c'est le bien, le mal, tant qu'elle est pour faire du bien c'est parfait. Si il y a une prédisposition à la naissance, le fait qu'on naisse et qu'on nous dise bon, on n'a pas le droit d'être assuré, là on est dans le mal. Et c'est là où en fait on doit revoir la loi. On disait que la loi était plus le temps du droit et c'est Lofred Mazou qui cite cette phrase, hein, donc qui a écrit le chapitre 5 du rapport Villani sur l'intelligence artificielle et sur le temps du droit c'est important, c'est-à-dire qu'au fait le droit doit s'adapter à ces choses-là et doit entre guillemets protéger, mais pas nous Français, c'est une réflexion mondiale, c'est une réflexion protéger les humains. C'est là-dessus qu'on doit se poser les questions.